bon, Cayenne a frappé les esprits parce que les historiens du bagne eux-mêmes parlaient d'aller à Cayenne. Bon, mais les Algériens n'ont été que victimes des propos du colonisateur. Hein. À l'époque, on vous envoyait en Guyane et je pense qu'on vous faisait disparaître, ça n'est plus nouveau. Le bagne, non, c'était le mouroir, c'est tout. On se débarrassait des indésirables. إذا بقيت تغير من مفردات القاموس كلمة واحدة جهنم السيد في جهنم هذه كيان. Je sais pas, le bagne, écoutez, c'est le bagne, quoi. Hein. Et le mot bagne, c'est l'extrême dureté, quoi. Il n'y a pas pire que le bagne, quoi. Souffrance. S'il y a un mot qui vient pour moi, c'est souffrance. Une misère morale et physiologique terrible pour des milliers d'individus. Hein. C'est un voyage sans retour. « 85 ans après la fermeture du bagne de la Guyane française, le temps n'a pas effacé le mot Cayenne de la mémoire collective. كيان هي الجرح العميق في تاريخ الشعب الجزائري. جريمة ضد الإنسانية. الإنسان الذي يحرم من بلده وأهله وحريته. القتل أسهل من التغريب. C'est une île prison. كيفي وسلمى هذا كيان. قال البحر داير به. أمك ما تبغي تدعي عليه كل حاجة تقول لك أودي الله يديك الكيان. ولو الكيان ما يوليش. C'est la perpétuité, c'est la mort. جهنم في كيان. يوم الجمعة القيشة كيف تبكي عند قبور بيذاق المور من حقايا الإنسان ينهزم همومه تنزاد ثم انت يقتلها يا وسات هذا جديد المشهور بيذاق المور قلت لها يا عيدي يقصي. Cayenne, un mot associé à l'enfer. Cet univers infernal a inspiré romanciers, poètes, chanteurs, réalisateurs et a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs et historiens qui ont consacré leur vie à étudier cette page noire de l'histoire de la France coloniale. Jean César, major de l'armée du Salut. Il a fait partie des accompagnateurs de déportés algériens de retour en Algérie à la fin du bagne. Chaque livre se vérifie par l'autre, quoi. Vous voyez, la vérité, ça ne s'invente pas, hein, quand même. Il conserve précieusement des dizaines d'ouvrages sur le bagne de Guyane. Il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup à connaître, il y a beaucoup à savoir. Il y a beaucoup à dire sur les lois, sur la transportation, pour arriver au bout de vos peines. Pour mieux comprendre cette étrange histoire, nous remontons le temps avec Danielle Donnet-Vincent, historienne spécialisée sur le bagne de Guyane. Lorsqu'on parle de bagne, 3 types de condamnés. Les déportés, qui étaient les politiques, les transportés, qui étaient les condamnés de droit commun, les condamnés aux travaux forcés, et les relégués qui étaient les multirécidivistes. Et chacune de ces catégories avait un régime différent. Une législation déjà, sur laquelle était appuyée la condamnation, qui était distincte, elles étaient distinctes les unes des autres, et ensuite le régime était différent. Un autre chercheur incontournable pour notre quête sur le bagne de Guyane, Michel Pierre, historien-chercheur qui a consacré 35 ans de sa vie à la recherche sur les bagnes coloniaux. Ça fait déjà 35 ans que je travaille sur le sujet. Je ne fais pas que ça, et j'ai fait aussi des recherches et des ouvrages sur autre chose. Mais c'est quand même une thématique, un sujet
un univers que je parcours régulièrement depuis effectivement 35 ans. Je m'intéresse particulièrement aux 15 ou 16 000 peut-être Algériens qui sont partis vers la Guyane, soit condamnés aux travaux forcés, soit relégués pour des délits multiples. Historiens et chercheurs se sont attachés à explorer et décrire le destin des bagnards métropolitains, en oubliant ou en négligeant le plus important des effectifs de l'Empire, celui des Algériens. À ma connaissance, il n'y a pas eu de travail spécifique sur ces condamnés algériens, qui sont très très nombreux. Il faudrait travailler sur tous les dossiers. Mais ça suppose des heures et des heures de travail à Aix-en-Provence, parce que l'essentiel se trouve à Aix-en-Provence. Pour mieux comprendre cette histoire, nous commençons nos recherches au Centre des archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence, lieu dépositaire de cette mémoire. On peut considérer qu'il y a entre 15 et 20 000 Algériens qui ont été déportés en Guyane. Ici, on retrouve les dossiers individuels des déportés, qui restent la seule trace qui nous permet de reconstituer leur parcours, depuis leur condamnation jusqu'à leur libération ou leur mort. Leur consultation est réglementée. Un délai variant entre 75 et 100 ans après la condamnation, comme ce dossier qui ne sera communicable qu'en 2033. À côté des pièces purement administratives, on peut trouver des correspondances avec la famille, on peut trouver des correspondances d'un condamné avec un avocat. On trouve aussi beaucoup de procès-verbaux, de punitions, d'évasion, tentatives d'évasion. Autant de documents qui donnent une chair en fait, au dossier et à la destinée de la personne. Nous avons trouvé dans les dossiers des déportés en Guyane que nous avons consultés différents motifs. Par exemple, rébellion envers la force armée. D'avoir porté les armes contre la France, excité à la guerre civile, participé à un complot, fourni des munitions de guerre à des rebelles armés. On trouve également des crimes liés à des conflits familiaux et des bornages de terre. Et même des vols de juments et de poulains. Il y a même des hommes mariés avec des familles nombreuses. Louis-José Barbançon, éminent historien qui a écrit l'Archipel des Forçats. L'histoire de la colonisation, c'est toujours une histoire de contradiction que l'on transporte. Et on voit bien cette colonisation française installée en Algérie, condamnant des Algériens pour vol, mais pour vol la nuit dans des champs à plusieurs, mais dans des champs qui avant leur appartenaient. Younes Adli, auteur du livre Arsq el-Bachir, Histoire d'honneur, évoque l'un des motifs de la déportation. Déportation, pour quel motif? Ah, il a volé un mouton. Déportation, pour quel motif? Ah, il est venu dans mon verger et m'a pris le fruitail. Donc c'était des motifs qui ne tenaient pas debout par rapport à la sanction qui était la déportation. Mais il fallait inventer, parce qu'eux étaient soucieux de leur état de droit, si on peut appeler ça à l'époque comme ça. Donc on déporte parce que... Il faut savoir que les Algériens de l'époque, on les considérait comme des sujets français. Que les colons, qui ont été invités d'abord par ce régime militaire à venir prendre possession de terres comme ça, tombées du ciel, et tenter une colonisation de peuplement. Et maintenant, les gens qui étaient là, à qui appartenaient ces terres, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut les éloigner au maximum. On a créé des tribunaux spécialement.
Il faut bien comprendre que les jurys de cour d'assises ne comprennent que des colons français. Il n'y a aucun Algérien qui siège dans les jurys de cour d'assises, hein. De même que dans les jurys militaires, dans les conseils de guerre. Ça me semble évident. Pour l'Algérie, c'est vrai que la justice coloniale, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Voilà. Ce que je sais par contre de mes nombreuses lectures, c'est que parmi ces Maghrébins, et en particulier les Algériens, il y avait beaucoup d'innocents, parce que la justice coloniale se cassait pas la tête. Quand il y avait un crime ou quelque chose, elle disait au caïd du coin, nous, il nous faut quelqu'un, et le caïd pouvait livrer quelqu'un, mais est-ce que c'était vraiment le coupable? On ne peut pas le dire. En ce qui concerne les condamnés issus de nos anciens territoires coloniaux, donc l'Algérie, il y a cette ambiguïté. D'abord, qui étaient ces condamnés, cet ancêtre, ce père, ce grand-père maintenant, qui était ce grand-père condamné? Pourquoi a-t-il été condamné? Était-il réellement coupable du crime dont il a été accusé? Mais je peux vous dire, pour avoir parlé de ce point précisément avec Charles Péan, qui a encadré dans la mesure du possible aussi les Algériens qui sont retournés dans leur pays avant la guerre, Charles Péan me disait, vous savez, souvent ces gens-là étaient choisis au hasard. Mais comment ça, au hasard? Eh bien, il y avait un crime dans un village, dans un quartier, et les autorités françaises disaient aux responsables locaux, tu me trouves un coupable, le tutoiement déjà, tu me trouves un coupable, sinon c'est toi. Donc on prenait quelqu'un qui n'avait pas les moyens de se défendre, qui n'était pas nécessairement le coupable, et puis il était condamné. Il y avait aussi ceux qui, dans le cadre de manifestations politiques, on saccage une vitrine, on bouscule quelqu'un, on est condamné comme un droit commun et non plus comme un politique. Donc j'imagine que les descendants de ces gens qui ont été condamnés comme des droits communs, ils aimeraient probablement, je crois, en tout cas c'est ce que j'aimerais savoir si j'étais dans cette position, quelle était la réalité des faits. Et je ne suis pas sûre que la réalité des faits puisse se dévoiler totalement dans les dossiers. Je ne suis pas certaine. Et généralement, on a repéré aussi les gens qui essayaient de bouger. Gal, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire sur nos terres, ces gens-là? Donc, alors que c'était sans pitié. Pour un oui, pour un non, on pouvait l'abattre sur place. Mais sinon, le véritable motif de cette déportation, c'était comment se frayer le chemin le plus sûr pour s'accaparer de toute cette terre. Parce que je sais que si je prends votre terre, vous êtes encore là, vous n'allez pas me pardonner tout le temps. Un jour, vous allez devenir dangereux pour moi. Dès que vous avez le moyen de l'être, vous allez le devenir. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Le décret du 30 avril 1841 stipule qu'il faut traiter comme prisonniers de guerre ou transférer dans un des châteaux ou forteresses de l'intérieur pour y être détenus les Arabes appartenant aux tribus insoumises de l'Algérie qui seraient saisis en état d'hostilité contre la France. Cette idée de transporter des Algériens en Guyane apparaît au moment de la révolte d'Abdelkader, qui a duré plusieurs années, comme vous savez. Châtiment ou décision à double ressort. Premièrement, tranquillité en Algérie, puisqu'on va envoyer ces rebelles en Guyane, et intérêt pour la Guyane parce qu'ils sont obligés de se débrouiller pour vivre, donc ils vont mettre en valeur la colonie. C'est un objectif poursuivi de tout temps. En 1943, le général Bugeaud avait déjà émis le souhait de pouvoir diriger vers la Guyane tout indigène qui s'opposerait à la conquête. Abdelhak Ben Zayed, auteur de Kitab Belzma, revient sur ses recherches effectuées sur la révolte des Belzma et la volonté d'anéantir la population.
وما ناضت في باللزمة إذا كانت عندها عوامل، عندها أسباب، وهي نزع الأراضي من البراكتا في وادي الماء بعد انتفاضة 1864. Mac Mahon, gouverneur général d'Algérie, a décidé l'éloignement pur et simple des Braktas. Cette fraction doit être dispersée. Son nom même doit disparaître. Abdelhak Ben Zayed explore la répression judiciaire qui a suivi l'insurrection de 1871 et fait ressortir que beaucoup ont été condamnés à mort et exécutés, ainsi que les nombreuses condamnations à la déportation en Guyane. السبب الرئيسي هو نزع الأرض بعد 1871 والسبب المفجر هو التجنيد الإجباري. On trouve dans les archives un rapport sur un groupe d'Algériens qui se sont soulevés contre la conscription obligatoire et dans lequel on lit. Le 30 novembre 1916, un groupe de recrues indigènes escortés par un détachement de Zouaves. Le détachement fut attaqué au Doua Ouadelma, commune mixte du Belezma, au lieu dit Tejnent, par un grand nombre d'indigènes parents, alliés ou amis des recrues. Le but de l'attaque était de reprendre les recrues à l'autorité militaire. Au cours de l'attaque, 2 Zouaves furent tués, 2 autres blessés, ainsi que le sous-lieutenant commandant. Les recrues se joignirent aux assaillants. حكموا في نوفمبر 1918 وما كانوا 27. 13 منهم وصلوا ولا نفوا إلى غيانا. Parmi eux, les membres de la famille Saadi, tous jugés par le Conseil de guerre de Constantine pour rébellion contre la force armée et condamnés à 10 ans de travaux forcés. محاكمة شكلية صورية سريعة وكأنه لم يحاكموا وإنما أحضروا فقط للاستماع إلى القاضي يقرأ الحكم كان مهيأ 20 نفي مدة 20 سنة مع الأشغال الشاقة. وبطبيعة الحال لما نقولوا 20 سنة أشغال شاقة يعني فكرة الرجوع إلى الجزائر تمحى. Cette histoire traverse le temps avec les différentes générations Saadi. نتشفى على كاين كيما كان نتشفى انا لا فهمت تاع السعدي 16 نترس واحد ما رجعوش والله ما رجع واحد ما رجعوش واحد ما رجع قلت لك واحد ما رجع ليومنا. ايه حبيت نعرف كيف ما كلمت. Les archives nous dévoilent le destin de 5 membres de la famille Saadi, âgés de 19 à 41 ans au moment de leur condamnation. Décédés en Guyane après 1, 5, 10 et 20 ans de bagne. Seul Saadi Ahmed Ben Hammou a été embarqué pour la France en 1922. Nous n'avons pas retrouvé sa trace. ما اعتبروهمش دي ديبورتي منفيين سياسيين ديبورتي بوليتيك لكن اعتبروهم مجرمي القانون العام وهذو شملتهم ce qu'on appelle la transportation. Et le gros problème aussi avec les Arabes, c'était entre transportation et déportation, parce que ce que eux considéraient comme un crime juste dans leur justice arabe n'était pas reconnu par la justice française et coloniale. Donc c'était pour leur honneur qu'ils avaient tué, et c'était un crime aux yeux du gouvernement français. Donc entre déportation et transportation, il y a vraiment une marge très très faible si on veut. Fait que nous avons relevé dans certains documents où les mêmes personnes sont qualifiées de condamnés politiques et en même temps de transportés de droit commun. L'Algérie étant occupée et étant colonisée, un certain nombre de personnes qui se révoltaient contre la présence française
ou qui commettaient des actes qu'ils n'auraient peut-être pas commis si les Français n'avaient pas été là, ont été condamnés à des peines de droit commun. Ce qui permettait également de les éloigner. Cette transformation de déportés politiques en condamnés de droit commun a été appliquée aux Indochinois, comme le révèle Daniel Donnet-Vincent. Je le sais pour avoir travaillé sur les Indochinois. Globalement, je dirais qu'il y avait plus de 90% d'entre eux qui étaient des politiques, qui ont été condamnés comme des droits communs. Je pense en particulier à la bande à Ariski qui a, dans toute la Kabylie, dans les années 1880, qui a ensanglanté toute la Kabylie, dans lequel il y avait les Lounès, etc. Eux, ils sont condamnés aux travaux forcés pour des faits de droit commun. Mais leur action est-elle une action de simples voleurs, de simples criminels, ou une action aussi de révolter, et une façon de mener une révolte contre la présence française? Je crois qu'il y a un travail à faire dessus, de voir comment certaines peines ou certaines condamnations qui ont un caractère de droit commun sont en réalité posées pour des faits qui sont peut-être des faits politiques aussi. Younes Adli nous transporte dans le procès d'Arzq el-Béchir et de ses compagnons, qui se sont révoltés contre le colonialisme français. On lui reproche, on commence, tel jour vous avez tué tel qaïd, tel jour vous nous avez tué tant de gendarmes, tel jour. Qu'avez-vous à répondre? Et là, c'était le coup d'éclat. Il dit, oui, j'assume. J'assume mes meurtres, je les ai faits parce que... Mais de là à me considérer comme vous essayez de le faire et de me faire passer pour un voleur, je refuse. Je ne suis pas un voleur. Les gens, s'il y a des gens qui ont pris aux autres, c'est vous. Où sont nos terres? Où sont les terres de mon grand-père? Où sont les terres qui sont revenues de droit à mon père? Qui c'est qui a pris à l'autre? Donc il s'est assumé. Et là, comme on l'a discuté, c'est le seul lien. Touche pas à ma terre. Ne me prends pas pour un voleur, parce que si un jour j'avais volé, je l'aurais reconnu. Mais encore reconnaître des meurtres, comme vous le dites, c'est plus grave qu'un vol. Mais j'ai jamais rien volé. Chercher qui a volé à l'autre. Mais moi, je suis là, j'ai revendiqué mes biens. Ceux qui vous ont aidé méritaient la mort. Ceux qui vous ont aidé dans le mal que vous nous avez fait, bon, voilà. Donc il reconnaissait tout, sauf ce motif de vol. Et ça, chez nous, on dit erguez. Erguez, c'est tient à sa vérité. Car n'était pas ce bandit d'honneur comme vous avez voulu le présenter, mais un justicier. Et là, donc, le procès, il a réussi à le renverser. Et à un certain moment, il a dit, je sais que vous allez me condamner à mort. Je sais, je suis entre vos mains. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais soyez honnête, reconnaissez que ce que je n'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Pendant son procès, Arzq el-Béchir défend ses compagnons et il dit « Je suis le seul auteur de ce meurtre. Cependant, 5 indigènes ont été condamnés, de ce chef aux travaux forcés à perpétuité. L'un est mort à Cayenne, les 4 autres y sont encore et leurs femmes les pleurent. Je jure devant Dieu et sur la tête de mes enfants que c'est moi le seul qui ai tué. » C'est le 14 mai 1895 que sur la place publique d'Azazga fut exécuté Arzq el-Béchir avec 5 de ses compagnons. Le petit journal révèle qu'avant de mourir, Abdoun a demandé qui protégerait ses enfants contre ses ennemis après sa mort. Ce même journal révèle également que le docteur Trail s'est immédiatement livré à des expériences médicales sur le corps d'Arzq el-Béchir. On nous a raconté comment les gens ont vu les têtes tomber sous le couperet, parce que c'était la guillotine. Donc ils étaient assis, dont l'un des frères Abdoun, le plus jeune, Mohamed Saïd. C'est que la tête d'Arzq el-Béchir a été prise pour des expériences médicales qu'ils appelaient ça. Parce que comment un type comme ça, bon, qu'est-ce qu'il a? Bon, je ne sais pas pour quelle expérience médicale, mais la tête a été prise. Certains de ses compagnons qui n'ont pas été exécutés ont été envoyés au bagne de Nouvelle-Calédonie et de Guyane. Les déportés politiques, eux, c'était aussi une mesure d'éloignement. On a eu au fil du temps des bagnes
aussi bien des Algériens que des Vietnamiens, qu'on a mis dans des camps séparés, loin de chez eux, loin de là où ils pouvaient causer une agitation quelconque. Et surtout, la politique de la France, c'était de maintenir sa mainmise sur la colonie, en éloignant tous les agitateurs qui pourraient remettre en cause sa légitimité. Après la proclamation de l'abolition de l'esclavage en Guyane française, le 27 avril 1848, par la France coloniale, la mise en valeur de la terre guyanaise est une priorité. La Guyane, de tout temps, a été un territoire colonial qui a été, chéri, aussi paradoxal que ça puisse paraître, par la France. On voulait, peut-être pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques, mettre en valeur ce territoire. C'est ainsi que Louis-Napoléon Bonaparte désigne la Guyane comme lieu de déportation et d'expiation. Sur le territoire guyanais, on a donné aux îles du Salut, quasiment à proximité de Cayenne, une fonction particulière. C'est-à-dire ça a été le lieu où les premiers bateaux qui commencent à arriver, 1852, 53, 54, etc., amènent systématiquement aux îles du Salut tous les condamnés, nouveaux condamnés à la peine des travaux forcés, et tous ceux qui précédemment subissaient leur peine dans les ports, donc de Brest. On remplace une population par une autre. Ces convois de condamnés vers le bagne de Guyane ont été envoyés avant la promulgation de la loi du 30 mai 1854 qui définit la mise en application des travaux forcés et qui prévoit dans son article 6. Tout individu condamné à moins de 8 années de travaux forcés sera tenu à l'expiration de sa peine de résider dans la colonie dans un temps égal à la durée de sa condamnation. Et si la peine est de 8 années, il sera tenu d'y résider pendant toute sa vie. Avec la loi du 30 mai 1854, le souhait du général Bugeaud est en partie réalisé, puisque la Guyane devient un lieu de transportation ouvert aux condamnés algériens, tout en aménageant un doublage. À partir de l'application de cette loi, les Algériens condamnés aux travaux forcés seront transportés d'abord en Guyane, puisque c'est là que s'exerce la loi de 1854, puis à partir de 1864 en Nouvelle-Calédonie. De 1864 à décembre 1897, 30 000 condamnés sont envoyés en Nouvelle-Calédonie, dont 2106 Algériens. Et de 1852 à 1938, 70 000 condamnés ont été envoyés en Guyane. 25% d'entre eux étaient des Algériens. Ali Belhout est l'un de ces Algériens déportés dans l'enfer du bagne de Guyane. Nous l'avons rencontré en 2005. La silhouette brisée, il nous accueille dans son village pour partager son vécu au bagne. توفاتيني فرنسا دي سطام عملوا شي دي سطام هاكم تاني صافي حومين بزاف دي سطام اللي يدير نعبد نفوت في كوريكسيونير نفوت تروحي نعم ميتي دي كاسيني توفي نارا منيتي دي بوردا بي رياض هادي خبر بلي هذاك النهار تصنجوا عليا. Condamné à 10 ans de travaux forcés, avec la loi du doublage, Ali Belhout devrait être astreint à rester 10 ans de plus sur le territoire, soit 20 ans au total. نتفكر لي نهار اللي رحت النهار اللي رحت منه اللي قال على كاع النهار اللي رحنا منه ونهار اللي جينا نهار اللي جينا فرحنا ونهار اللي رحنا بكينا. كان يريحنا ربي يرحمه بابا ربي يرحمه الشيخ بابا ربي يرحمه كان يريحنا وبدا يخمم المثاليه اللي عقبها بيان سور وما كانش اللي حب يقلقه كيريح وحده يريح وحده ساعات يكون شويه من ساعات يكون
مقلق شويه وريح وحده. جاء عنده تريح يقول لك رحت اخطني ولا ينوض. مين في الدار ما يحبش يقعد بزاف، توجور برا. لازم الشغل تاعو الا جاز من الطريق هذه لازم العشيه ما يوليهاش، يجوز من طريق واحده اخرى. عنده لي سيكوري بزاف، عنده لي سيكوري. الالم اللي عاشو هو يدخل في قلبه هو ما حبش يدخله لي انايا باش نعيش بها هكذاك. لازم عقبه هو اللي عقبه برك يبقى وحده برك، ما حبش يلصقنا الاخر هذاك الالم هذاك لولاده ولا الاخر. كي نقول له على حاجه ما يهضرليش، يبدل لي كلمه بكلمه. هو ديجا كان ساعات يقول لي انا عقبت 20 طن فورسي. وجماعه تقولوا 20 طن فورسي تسمع يقولها غير برك. هي يعني كلمه جوج يقول لك انا عقبت طرف فورسي لازم عقبها هو طرف فورسي ما شغل حنايا لازم نخدموا طرف فورسي كما هذه دروك الحجره هذه تقريبا طرف فورسي. نتفكر هذاك الحد شوي كنا نتفكر السفيليل هذاك بدور ومن بعد ما ثم يروح العقلي ما عنديش ضرب ساعة ما عنديش خبر. مثلا في الليل غسلنا في دور في الليل دائما نرقد في كايا نادي في كايا النوم كايا كما قلت في كايا من في كايا اليوم ما يبغى يتخرج هذاك واحد كانت تفكر مع ما نعرف كيف ساكرك روح عقلية. Le temps n'a pas effacé de la mémoire de Mohanda Itameur, alors enfant, le jour où sa famille a rendu visite à son père à la prison de l'Harrach, avant son départ pour le bagne de Guyane. Le 29, le mois de septembre 29, وبعد دوها الحبس الحراش أنا شفت شوية برك على واحد النقطة ما عنديش خبر يعني شحال اللي بقالوا باش يديهم الكيان. ارسل بريال هنا لعمي قال لي قولوا جبني ولادي نشوفهم باش نروح الكيان. شفت برك هكذا اللي شدني هاك دير يدو هكذاك راسي درت داروها للصر من الصر الرجل لهنا. وبعد قال لي مقموشي لي مقموشي استحي هكذا يدك. وبعد سبقني يستسمن على قموشي. الو وليت لهنا هاولا واش اللي شفت قبل يعني كيما رحت لهنا. Le voyage commence à la prison de Maison Carrée, à Al-Harrach. Ils partent à pied, en rang, pour un dernier voyage. النهار اللي رحنا في مرة رحنا كونفا جدرمية جارديان كوماند الحصون. كان واحد جدرمي سبق علينا يقول اتونسيون بورحدا اتونسيون بورحدا واحد المحبوس معنا في الماء. Pour rejoindre le fameux bateau blanc, le Lamartinière, qui relie la France à la Guyane en passant par Alger 2 fois par an. La presse de l'époque rapporte le transport des différents convois à bord du Lamartinière, le fameux bateau blanc dont le nom est gravé dans la mémoire collective et transmis de génération en génération. Eugène Epailly, historien, chercheur, qui a travaillé sur l'esclavage et la transportation en Guyane, évoque le bateau Lamartinière. La Martinière qui est restée dans la mémoire des déportés, puisque c'est le dernier navire à avoir fait le transfert des prisonniers. Donc c'est le Lamartinière qui a été désaffecté à l'Orient,
qui est resté surtout en mémoire. Et puis c'est un nom facile à retenir, donc la martinière. Donc c'est la raison pour laquelle on a gardé ce symbole du navire blanc. De la même manière que la maison carrée d'Alger aussi a une réputation d'être une prison blanche. Et moi, dans ma mémoire, je vois actuellement, quand je vous parle, une prison blanche à la maison. Le jour du départ est un événement drainant une foule impressionnante vers le port d'Alger et sur les balcons alentours. Les familles des déportés venaient assister au grand départ vers l'inconnu. Bekir raconte le départ de son père, Saïd Ben Bekir, embarqué le 15 septembre 1931 à bord du La Martinière pour le bagne de Guyane. بابا كي كان رايح في البابور كانت عنده امرأة هنا في العاصمة جات ودعته تما كي يشوفوا البابور الابيض على بالهم باللي رايحين يديو الناس من لاكويان في زيارات نتاعها ليه في ميزون كاري جات ودعته المرأة نتاعو هنا في البور تاع دالجي قال لنا بلي ودعتني المرأة آخر شخص شفتها. Les parents de ces déportés venaient le jour où le bateau allait les prendre. Et ce qui est poignant, c'est qu'il y avait des gens qui habitaient à Alger, donc des colons, qui achetaient des petites embarcations, donc des petites barques qui servaient à quoi? Il fallait payer un prix fort pour suivre, parce que le bateau qui allait en Nouvelle-Calédonie, notamment ou à Cayenne, était amarré un peu au loin, donc on le voyait au loin, comme on voit en ce moment des bateaux parfois. Mais pour les rejoindre, il fallait des petites embarcations officielles. Donc il les prenait pour les acheminer sur le bateau qui était au loin. Et les parents, dans le dernier, comment on peut qualifier ça, c'est tellement terrible, y compris des vieilles mamans. Elles louaient ces petites embarcations de gens de colons d'ici d'Alger pour pouvoir leur parler pendant qu'on les acheminait vers le grand bateau du grand voyage définitif. Qui vient pour voir une dernière fois son fils et qui l'accompagne parce qu'elle peut tomber de la barque, elle peut faire un malaise, et qui a ce courage d'aller sur cette barque, elle paie au prix fort, rien que pour voir une dernière fois son fils, peut-être son parent, son mari, son frère, je ne sais pas, mais surtout cette vieille femme qui accompagne comme ça pour dire à son fils courage. Courage, c'est les derniers mots du pays. Et il sait que cette maman, il la reverra jamais. Donc ça leur faisait un peu de courage et beaucoup de blessures en même temps. Jusqu'au, à un certain moment, on disait, stoppez. Donc les déportés continuaient. Ils étaient, puis on voyait le grand voyage débuter. Et on revenait au village. Parce qu'on leur a arraché le fils, le mari. Et quelle vie avait continué ces vieilles femmes. Je ne sais pas comment qualifier ça, parce qu'une mère reste une mère, qu'elle soit... En 1938, Albert Camus, assistant à un départ pour le bagne de Guyane, s'indigne. Je ne suis pas fier d'être là. Il n'y a pas de spectacle plus abject que de voir ces hommes ramenés au-dessous de la condition humaine. Nous avons retrouvé des rapports de la commission médicale qui dévoilent qu'à la Maison Carrée, prison d'Al-Harrach, parmi les déportés qui ont été embarqués pour la Guyane, figurent des malades, tuberculeux, malades chroniques,
paralytiques, impotents. En 1926, à la Maison Carrée, on a même embarqué 3 forçats aveugles. Ces rapports relèvent que les Algériens, par contre, quittaient à regret leur pays. ركبنا في البابورة كان واحد الشالة كبيرة وقفنا كاع هكذا وكان واحد الأميرة قال له قاعد نجد غير هو ذاك تروح حتى وصلنا للبابور بابور بياض واسمه بابور بياض بس استناو ثم حتى باش يطيح الليل في 5 تحت الشمس وصلت لهكذا شفيت عليها على الراس نتاع البابور ديريكت. Ô Dieu, arrache-nous à cette sentence inique qu'ont prononcée contre nous les juges de France. Que nous sommes loin des hommes qui combattaient dans l'arène et qui faisaient la guerre. L'iniquité grandit. La nudité, la faim, le dur labeur sont trop lourds pour nous. Dieu sait que beaucoup de ces créatures ont été condamnées injustement. Les juges prononcent, et ce sont les faux témoins qui sont cause de mon malheur. Je passe la nuit dans l'insomnie, versant des torrents de larmes. Mon cœur en révolte m'abandonne, puis revient à moi. Le déporté Ali Ben, 1895. Les départs pour la Guyane se faisaient la nuit. مشينا تصبح هذاك الديره تحركت ولينا حتى ما نلقاوش. Et les hommes se transforment en cargaisons humaines. Pour un voyage pendant lequel ils sont enfermés dans des cages, dans des conditions désastreuses. Ils sont assaillis par un sentiment de solitude. Tout semble s'effondrer autour d'eux. Ils quittent la terre ferme pour longtemps. Beaucoup d'entre eux ne reverront jamais leur pays. Ils sont entassés dans des cages, dans des conditions effroyables. Mal de mer, maladie, promiscuité et maltraitance. Ce bateau peut contenir jusqu'à 670 hommes. Les punis d'entre eux sont attachés par les pieds, enchaînés aux barreaux de la cage. D'autres sont isolés dans des cachots étroits, sans lumière et sans air. Les conditions de transport étaient difficiles. La chaleur, lorsqu'on arrivait aux abords une fois passé l'équateur, bien sûr. Les conditions de surveillance très strictes, naturellement. La menace permanente d'être réprimé s'il y avait eu un mouvement de révolte, mais ce n'est pas particulier à l'élément venu d'Afrique du Nord. L'ensemble des condamnés avaient ce régime. Les gens qui avaient aménagé ces cages, je ne sais pas si c'est intentionnellement ou pas, toujours est-il que les tuyauteries qui conduisaient la vapeur utilisée pour faire fonctionner les machines passaient dans ces cages. Et en cas de révolte, on avait prévu d'ouvrir ces tuyaux de vapeur pour brûler, bouillanter, enfin faire mal en tout cas à ces condamnés. L'agence Reuters révèle qu'une mutinerie aurait eu lieu au bord de la Martinière. Après avoir embarqué des forçats à Alger pour continuer son voyage vers la Guyane, 40 d'entre eux auraient été tués au cours d'une mutinerie. Le voyage durait entre 3 à 4 semaines, ce qui était relativement rapide, je trouve, pour l'époque. Et les bagnards étaient mis en cellules collectives et dormaient dans des hamacs, avec évidemment des surveillants de garde pour réaliser les rondes. Bon, lorsque la mer était mauvaise, évidemment, ça devait être épouvantable pour les prisonniers. On a comparé au début le taux de mortalité des condamnés envoyés en Guyane au taux de mortalité constaté, autant qu'on puisse l'avoir constaté, des esclaves qui étaient envoyés vers cette même colonie. Des rapports et des procès-verbaux signalent des décès pendant les différents voyages. El-Hussein Ben Sherif Ben Ahmed, embarqué à Cayenne le 16 octobre dernier, est tombé à la mer de dessus le bastingage sur lequel il était monté. La baleinière mise à l'eau pour le sauver a pu le retrouver. Mais bien sûr, il y a eu des décès pendant la traversée. Déjà parce que les gens étaient malades dès le départ de France ou des colonies. Et puis ensuite avec les conditions de navigation qui n'étaient pas celles des croisières d'aujourd'hui. Donc il est évident que les gens qui étaient les plus affaiblis avaient des difficultés à réaliser la traversée.
كاين اللي ماتوا في البابور نهار اللي وصلنا لديكري الشالورة ماتوا في البابور ماتوا. Après 21 jours de traversée, le bateau arrive à Saint-Laurent-du-Maroni. Au loin se dessine la forêt amazonienne comme un mur qui ceinture l'horizon. Et c'est par là qu'arrivaient ces gros bateaux cages dans lesquels étaient déjà au préalable enfermés les forçats dans les bagnes comment on appelle ça, des bateaux. Marine Coquet, historienne, auteure d'une thèse sur le bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. À Saint-Laurent-du-Maroni, les navires étaient accueillis par les surveillants du bagne. Tout un cérémonial était mis en place pour recevoir les nouveaux locataires du bagne. وصلنا في النهار 12 ونص نوض باش ندخلوا للكا تاع البوا نقولوا الديكرا وصلنا في النهار عطونا الشابون حصون نحيت الشابون لقيت ما واحد صرفه يقول له كافرو حنا نسميو له كوكوساك نحب نسميو له كوكوساك نحيت هذاك الشابون قال شوف لا ديسيبلين تاع ميزون كاري شوف قال لي مسيو قال لي فو با تيريشي بوليسي C'est fini. Camp de la transportation de Saint-Laurent-du-Maroni. Lors de son inauguration le 21 février 1858, le gouverneur de la Guyane, Laurent Baudin, s'adressant aux nouveaux arrivants. Désormais, ne vous faites pas d'illusions. La loi de mai 1854 sur la transportation sera exécutée. Il ne faut plus compter revoir la France. Voilà votre patrie, voilà votre propriété. Il faudra vous donner du mal, arroser cette terre de vos sueurs. Saint-Laurent-du-Maroni, qui était la capitale du bagne, la ville de Saint-Laurent a été créée pour les besoins du bagne et a vécu par le bagne. Il n'y avait rien à l'emplacement de Saint-Laurent à l'origine. Sur les rives du fleuve Maroni planent les spectres des bagnards autour du camp de la transportation. Derrière ces murs se profile une voie tracée vers l'assujettissement ou la mort. Le premier contact que les bagnards avaient en arrivant devant le camp de la transportation, ils arrivaient par rang de 4 ou 5 depuis l'embarquement sur notre gauche, et puis ils découvraient, ils rentraient pour la première fois dans ce camp. Ils étaient en général pour chaque convoi à peu près entre 300 et 400 transportés, et puis il y avait aussi les relégués qui partaient pour Saint-Jean. Au tournant du virage, eh bien, ils découvraient ce qui allait être leur domaine pendant le temps de leur présence au camp, ou ce qui allait peut-être aussi être le lieu de leur mort. Ici, le temps s'arrête pour eux. Ils deviennent les amis du bagne. Ils perdent leur nom. Ils subissent les formalités de mesure anthropométrique et on leur donne un numéro de matricule qu'ils doivent apprendre par cœur. Et qui les suivra jusqu'à leur libération ou leur mort. Ali Belhout porte dorénavant le matricule 50 957, qui va le suivre pendant ses 20 ans de bagne. Il commence en 3e classe, la classe des durs. La plus mauvaise catégorie de bagnards, c'est évidemment le bagnard de 3e classe, qui éventuellement pouvait passer bagnard 2e classe et 1re classe. Et les 3e classes, ils étaient isolés dans le fond du camp de la transplantation. Un même costume, un même chapeau de paille. Tous si différents, mais pareillement marqués.
J'ai perdu la liberté. J'ai perdu la lumière. J'ai perdu mon nom. La loi de l'uniformité est omniprésente. Avoir toujours les mêmes visages, aux mêmes endroits et aux mêmes heures. Les déportés semblent s'ignorer les uns les autres. Pourtant, ils ont un destin commun, l'enfer vert de l'Amazonie.